16-26 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour, je suis Chloé et on se retrouve en direct de la médiathèque La Source à Saint-Lô. Et pour continuer cette série d'émissions sur le Césaire, Conseil économique, social, environnemental et régional, je suis en compagnie de Martine Louveau, qui est membre du Césaire Normandie. Bonjour. Bonjour. Nous avons pour invité Brice Lelouedec, coordinateur du PESL de Saint-Lô-Aglo. Bonjour. C'est ça, bonjour. Le projet éducatif social local, c'est bien ça. Nous avons Hervé Lesage, animateur jeunesse de la ville de Saint-Lô. Bonjour. Et Pascal Navet, directrice de la médiathèque de Saint-Lô. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter dans la structure dans laquelle vous évoluez ? Mais oui, avec plaisir. Donc, médiathèque municipale La Source à Saint-Lô, un bâtiment qui a été complètement rénové en 2019, qui se déploie sur 2500 mètres carrés en plein cœur de ville, et avec pour ambition d'être un vrai lieu de rencontre, d'attractivité, un lieu où on peut venir passer du temps, un lieu multigénérationnel, un lieu qui a réouvert avec un beau succès public. La fréquentation de la médiathèque, c'est environ 15 000 personnes par mois, toutes générations confondues, où on trouve un tas d'activités diverses et variées, où le public nous renvoie que c'est un lieu très agréable. Les jeunes y ont largement trouvé leur place, on y reviendra très certainement. Voilà, des tout petits aux plus grands, c'est devenu un lieu de rendez-vous pour beaucoup, pour une bonne partie de la jeunesse. Monsieur Lelouedec ? C'est mon tour. Donc, moi, je suis coordinateur jeunesse donc sur le territoire de Saint-Lô-Aglo. Et je tente d'être une personne ressource pour les acteurs jeunesse du territoire. Donc, on a une démarche qui est développée pour 4 ans. Et on s'appuie vraiment sur les structures existantes, dont la médiathèque, dont les centres sociaux. Hervé se présentera tout à l'heure. Et on essaie vraiment de s'appuyer sur eux pour favoriser l'interconnaissance, pour travailler des groupes de travail, pour essayer de porter des projets co-construits. Et moi, je suis coordinateur sur la thématique 11-25 ans. Voilà. On essaye de tâcher d'être ressource, de favoriser l'interconnaissance. On fait du travail de l'ombre pour vraiment essayer de servir une démarche de politique éducative pour les 15-25 ans. Voilà. Monsieur Lesage ? Donc moi, je travaille dans les centres sociaux de Saint-Lô, qui sont le centre social Mercier et le centre Nelson Mandela. Donc c'est 2 centres sociaux qui sont situés dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc mon employeur, c'est la ville de Saint-Lô. Et donc mes missions, plus particulièrement, c'est d'informer, d'orienter et d'accompagner les jeunes dans tous leurs projets de vie. Et donc je travaille auprès de jeunes qui ont de 11 à 25 ans. D'accord. Merci. Et donc pour commencer, Monsieur Lelouedec, le rapport du Césaire, il recommande plusieurs solutions concernant l'accès au logement. Comment éviter qu'un logement d'un FJT pour 14 mètres carrés soit plus cher d'environ 100 € qu'un logement de 30 mètres carrés chez Manche Habitat ? C'est une bonne question. Je ne suis pas un spécialiste du logement, mais en tout cas, moi, c'était une de mes premières missions. En tout cas, quand je suis arrivé à Saint-Lô-Aglo, il y a le programme local de l'habitat, donc un service de Saint-Lô-Aglo, qui est venu me rencontrer et qui m'a dit, dis donc, on touche des sous de la région, 15 000 € possibles pour rénover des habitations, des logements vacants qui mériteraient d'être rénovés. Et je dis, moi, je suis pas un spécialiste du logement, mais peut-être qu'il serait intéressant, et c'est un peu ma casquette de coordo jeunesse, d'inviter, de réfléchir avec plusieurs professionnels. Donc, on a essayé d'inviter la mission locale, on a invité le CLAGE, on a invité tous les partenaires MSA pour essayer de réfléchir à cette question-là du logement jeune. Alors, pour répondre à la question, je suis pas un grand spécialiste, mais en tout cas, voilà, on a essayé déjà d'établir à notre échelle, au niveau de Saint-Lô-Aglo, un diagnostic sur le logement jeune et les logements vacants notamment. On a essayé de concentrer un petit peu toutes nos diagnostics, nos énergies, pour déjà essayer de construire et amener ce diagnostic auprès des élus de l'aglo. Et on a une démarche là qui va s'enclencher. On va aller un petit peu plus loin puisqu'on va s'appuyer sur une étude de la DREAL. Ils ont mandaté l'URAGE. Donc ils ont fait une étude régionale sur le logement jeune et du coup
les élus ont acté ça au niveau de Saint-Lô-Aglo, d'aller un peu plus finement, d'aller interroger les centres de formation, les boîtes d'intérim, les entreprises, pour essayer de vraiment réfléchir de manière vraiment opportune pour les logements spécifiques jeunes et apprentis, notamment les logements temporaires. Comment on fait du logement, parce qu'un logement, mais peut-être penser à des espaces communs, des cuisines communes, pour qu'il y ait des interactions entre les jeunes, les apprentis, pour qu'on puisse faire de la prévention dans voilà. Et on essaie de réfléchir à ça et ou bien les implanter par rapport aux zones d'activité sur le territoire. Voilà. J'ai pas du tout répondu à la question, mais en tout cas, voilà l'ambition qu'on s'est donnée ici à Saint-Lô-Aglo. D'accord. Merci. Madame Louveau, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient été oui, justement, je voulais intervenir parce que le Césaire qui a travaillé sur ce dossier-là fait ce constat-là. Alors nous, on est 130 au Césaire au niveau de la région et on est issu du monde économique. Il y a des chefs d'entreprise de toutes les sortes d'entreprises. Il y a des syndicats, il y a des représentants d'associations et de différentes structures régionales. Et notre travail, c'est d'essayer de voir ce qui se fait, ce qui existe et de voir un peu ce qui coince. Et ce que vous avez soulevé, c'est une vraie question. Ça coince, il y a beaucoup de choses qui coincent dans le logement et on prône quelque chose qui ressemble à ce que font les coordonnateurs jeunesse dans la Manche. Il faut des gens qui regardent comment chaque chose fonctionne, chacun dans son coin. Chacun pense dans son coin et puis des fois ça colle pas les uns avec les autres. Il y a des règles ou des règlements qui se contredisent. Il y a ce que vous dites, le prix qui est pas cohérent avec d'autres choses. Et donc, c'est une demande qu'on a, c'est de dire il faut pas penser chacun dans son coin, mais il faut qu'il y ait des gens qui regarde globalement ce qui se passe pour les jeunes, puisqu'on est sur ce sujet-là, mais ce serait vrai sur d'autres sujets aussi. Mais ce qui se passe pour les jeunes. Donc c'est vrai que c'est un exemple possible de ce que le Césaire défend comme idée. D'accord. Donc on est d'accord. D'accord, merci. On continue avec Monsieur Lesage. Que le rapport du Césaire, il énonce différentes solutions pour veiller au maintien de la bonne santé des jeunes et comment réduire le temps d'attente dans les CMP qui sont des centres médico-psychologiques. Alors là aussi, je pense pas être un spécialiste. Effectivement, je pense que les jeunes sont touchés, comme toute la population, par comme les déserts médicaux et le manque d'accueil dans le domaine de la santé. Moi, ce qui, je pense, pourrait réduire, pas forcément réduire le temps d'attente, mais au moins faciliter la vie des jeunes en termes de santé, c'est que ce soit automatique, en fait, qu'il y ait une simplification de toutes les démarches et qu'ils aient un accès aussi plus facilité à tous ceux à quoi ils pourraient avoir le droit. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le rapport du Césaire, c'est qu'effectivement les jeunes n'ont pas forcément la connaissance de tout ce dont ils peuvent bénéficier. Et pour moi, c'est un des premiers freins. Alors au-delà du temps d'attente après pour avoir le droit aux infrastructures, mais connaître déjà ces droits, je pense que c'est un des principaux leviers pour pouvoir faciliter leur accès à la santé et aussi après à d'autres domaines. D'accord. Merci. Madame Louveau, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce qui vient d'être dit ? Oui, forcément, mais sur la santé, alors il y avait tellement de questions sur la santé par rapport aux jeunes qu'on a reporté on n'a pas creusé ce sujet-là pour le réserver spécifiquement à un rapport précis. Et puis la commission dans laquelle on travaille avait déjà fait un rapport sur les déserts médicaux en Normandie. Et il faut savoir, parce que vous pouvez vous dire, mais à quoi ça sert que le Césaire il fasse des rapports ? C'est-à-dire que nous, on n'a aucun pouvoir de décision, on a juste un pouvoir d'analyse, d'aller regarder, d'observateur un peu, et on va défendre ces dossiers-là auprès des politiques qui, eux, peuvent prendre des décisions. Donc des fois c'est un peu long, mais bon, on y arrive quand même. Mais pour revenir aussi sur ce que disait le collègue Brice, c'est
il faudrait repartir bien en amont. Alors avec des choses qui ne dépendent pas du tout de la région ou du département. Commencer par le fait qu'il y ait des médecins scolaires dans les collèges et les lycées, ça ce serait déjà une bonne idée. Mais ça c'est compliqué parce que c'est l'État qui gère ça. Donc ça c'est encore autre chose. Il faudrait déjà qu'il y ait ça. Et puis sinon effectivement des choses plus automatiques et plus localisées, plus de proximité, je pense, parce qu'il y a des choses qui sont des fois loin et des fois surtout, enfin je pense au département de la Manche en l'occurrence, on va dire un département plus rural tout en longueur. Enfin c'est compliqué d'aller se rendre à tel ou tel endroit pour avoir accès aux soins, accès à quelque chose. Donc oui, il faudrait que ce soit plus automatique et plus de proximité. Alors je sais que sur certains accès à la santé, il y a des camions itinérants qui existent. Alors, je crois qu'il y en a un ou deux dans la Manche, notamment pour la détection du cancer du sein, je crois, notamment chez les femmes. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres choses comme ça. Voilà, mais ça, c'est aussi un sujet compliqué parce que ce qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est que les questions de santé, c'est géré, enfin, c'est la compétence à la fois plutôt de l'État. Et donc ça met plus de temps, mais assez peu des régions et plus des départements. Donc compliqué à organiser, est-ce que tout le monde s'entende pour agir? Merci. Madame Navet, le rapport part du principe que la jeunesse n'a pas accès facile à la culture. Pour autant, est-ce vraiment le cas? Alors moi je vais parler très concrètement du cas de Saint-Lô, vous avez pu peut-être élargir après. À Saint-Lô, c'était une vraie intention du projet d'établissement qu'on a réouvert ici. Il y a un levier qu'on a activé déjà, qui est un levier extrêmement important et qui a eu des conséquences immédiates chez nous, c'est la gratuité. L'idée c'était vraiment qu'on lève toute discrimination pour pouvoir venir à la médiathèque. On sait que quand on dit à quelqu'un qui arrive, c'est 10 €, ben, je les ai pas sur moi, je vais réfléchir, là c'est gratuit, on s'inscrit immédiatement. Ici, à la médiathèque, ça a multiplié immédiatement le nombre d'inscrits par 2. Donc, c'est un levier absolument essentiel. De plus en plus de médiathèques passent à la gratuité et ça, c'est un levier vraiment essentiel. Après, le frein, il n'est pas uniquement financier. Il faut aussi pouvoir s'autoriser à rentrer dans un établissement culturel. Beaucoup de jeunes, mais pas que des jeunes, pensent que c'est pas pour eux, qu'ils ne vont pas y trouver leur place, que ça peut être un peu impressionnant, donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur la notion de droit culturel. Le droit culturel, c'est le droit de fréquenter un établissement, mais c'est aussi le droit d'être reconnu dans sa culture, dans son expérience culturelle, dans son vécu, dans les activités qu'on mène. Nous, on essaye beaucoup de développer des démarches participatives avec les jeunes. D'abord, on organise des soirées où ils sont accueillis ici un peu comme des VIP. Ils ont le droit d'utiliser tous les lieux, ils ont le droit de manger sur place, ils ont le droit de faire des jeux de rôle. La bibliothèque est un peu privatisée pour eux en soirée, ce qui fait que vraiment après quand ils reviennent, ils se sentent chez eux. Bien évidemment, on est aussi vigilant à développer des services et des collections. On a un grand espace de jeux vidéo là-haut, mais pas uniquement. On a des collections ciblées ados. Donc ce travail-là, il est beaucoup fait dans les médiathèques, dans la nôtre, mais pas que, dans d'autres établissements culturels aussi, même si c'est moins spontané peut-être pour les théâtres, mais on a par exemple à Saint-Lô une salle de musique actuelle qui vise aussi à avoir des tarifs attractifs pour les jeunes. Donc c'est un vrai enjeu, je crois, qui est bien pris en compte aujourd'hui par les professionnels. Voilà. Nous, on veille beaucoup ici à être un lieu d'hospitalité et un lieu où chacun est reconnu et puisse se sentir aussi partie prenante de ce qui est mis en place. Par exemple, on organise des temps où les jeunes peuvent venir choisir avec nous les livres qu'ils veulent voir, veulent voir en rayon et des collections qu'ils veulent voir développer, et puis qu'ils soient eux aussi en mesure de proposer des activités pour leur pairs, c'est-à-dire que les soirées jeux de rôle, ils viennent eux-mêmes animer les jeux de rôle et pas uniquement toujours nous en tant que prescripteurs. D'accord. Vous parlez du coup de l'accès à la culture directement dans les structures. Est-ce que un jeune peut aussi avoir accès à la culture de chez lui? Vous pouvez tous y répondre là à cette question. Oui, alors l'intérêt de venir dans un établissement culturel, c'est aussi de rencontrer d'autres personnes, de
partager des activités. Hein. Il y a aussi évidemment ça dans le rôle d'émancipation de la culture. La culture depuis chez soi, oui. Nous, on a par exemple un site internet sur lequel on trouve énormément de ressources disponibles gratuitement depuis chez soi, de la presse, des ressources de formation, des films, des cinémas. Il suffit d'avoir une inscription à la médiathèque pour pouvoir avoir accès à plus de 5000 films, dont des films très récents. Donc oui, on peut avoir un accès à la culture de chez soi. Après, fréquenter un établissement culturel, c'est aussi une autre démarche, une démarche qu'on fait en groupe et une démarche qui est extrêmement importante. D'accord. Est-ce que l'un de vous veut... Madame Levaux ? Oui, alors, nous, pour faire ce rapport-là, on a interrogé plus de 70 jeunes. On avait un questionnaire un petit peu guidé, mais pas plus que ça. Une des remarques qu'on peut faire, c'est qu'aucun jeune ne nous a parlé de culture. Alors le mot culture pose problème parce que en tant qu'adulte, souvent en tant que professionnel, on a notre idée de la culture. On va plus parler peut-être du patrimoine culturel, du théâtre classique, etc. Ce qui peut être rejeté plus ou moins par les jeunes ou par d'autres. Et sans doute, on croit trop en tant qu'adultes que les jeunes n'ont pas de culture, mais ils ont une culture ou des cultures, leur culture, la culture vidéo, la culture jeux vidéo, la culture créative aussi. Il y a beaucoup de pratiques. Les jeunes pratiquent plus, font plus de pratiques amateurs que les plus anciens. Tout domaine confondu, artistique, les vidéos et même manuellement aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des pratiques amateurs. Mais la posture, alors dans les droits culturels, c'est ce que vous disiez, c'est l'accès à ce qui existe dans les structures, mais c'est aussi la reconnaissance de la culture existante des uns ou des autres. Et les plus adultes ou les plus anciens, on a un peu de mal avec ça puisqu'on est un peu dépassé par certaines choses. Donc c'est peut-être cette reconnaissance-là, et ce qu'on dit depuis 2 jours, le dialogue qui s'instaure entre les deux, quoi, qu'il n'y ait pas de rupture ou de fracture entre tel ou tel type de culture. Donc il faut toutes les cultures. Et puis on n'oublie pas le pass culture que quand même l'État a mis en place depuis pas très longtemps, en 2019 je crois, hein, juste avant la qui s'élargit pandémie, au collège maintenant. Qui s'élargit au collège et quand même qui est très intéressant, qui permet à des jeunes de 18 ans d'avoir 500 €. Est-ce que c'est automatique ? Je ne crois pas. Non, il faut faire la démarche. Voilà, il faut faire la démarche. Elle est uniquement par Internet, elle est uniquement en ligne. Alors ça, c'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, c'est un des points que je note, moi, sur l'accès des jeunes en situation de handicap. Parce que sur le Pass Culture, pour y accéder, alors je vais rentrer un peu dans la technique, il faut un numéro spécial qu'on a quand on est dans un collégien ou lycéen ou quand on est apprenti, enfin on a un numéro d'identification que n'ont pas les jeunes qui sont en situation de handicap dans les instituts médico-éducatifs parce que ça dépend du ministère de la Santé. C'est des trucs tout bêtes, mais ils mettent 3 heures à remplir en ligne pour y accéder, alors que pour un jeune, autrement, c'est 2 minutes. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un problème qu'on pourrait régler extrêmement vite, quoi. Et qu'on ne règle pas parce que personne s'en est vraiment aperçu. Donc c'est des choses qu'on va nous pouvoir pointer, ça, et essayer de faire remonter cette remarque à qui de droit, parce que si on la fait pas remonter au bon endroit, personne ne saura jamais rien de cette affaire-là. Et c'est des choses comme ça qui sont compliquées, quoi. Et puis l'autre point sur le Pass Culture, parce qu'on travaille actuellement sur les pratiques culturelles après le Covid, comment ça a changé, effectivement, la culture à la maison et tout ça. Et ce que nous disent dans les cinémas, les jeunes vont beaucoup au cinéma, enfin grâce au Pass Culture, c'est possible. Par contre, ils vont acheter des places pour aller au théâtre avec le Pass Culture, mais ils n'y viennent pas. Donc il y a un petit bémol là-dessus. Il faudrait peut-être voir pourquoi. Et c'est vrai que c'est pas facile de se déplacer au théâtre un soir.
Surtout quand on est dans un milieu rural, il faut trouver les modes de déplacement. Là, il y a un problème. Du coup, Monsieur Le Sabre, on va reprendre avec vous. Le Césaire préconise de tester des réductions, voire la quasi-gratuité des transports en commun envers les jeunes pour les aider dans la modalité. Cependant, le coût très élevé du permis ne devrait-il pas bénéficier d'une révision, d'autant plus dans les milieux ruraux? Alors effectivement, la mobilité, c'est un des premiers vecteurs pour après faciliter toute la vie des jeunes sur les thématiques de santé, sur les loisirs, sur la culture. C'est vraiment un frein que je remarque moi, parce que donc il y a un dispositif à la ville de Saint-Lô qui est la bourse passe permis jeune, où on accompagne des jeunes pour obtenir le permis de conduire à moindre coût et c'est vraiment le permis, il est essentiel pour l'émancipation. Donc effectivement, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place, donc notamment pour les apprentis avec les 500 € de l'État et différentes offres qui sont faites par les collectivités. Ça représente quand même un coût qui est important. Et généralement, on demande aussi à ce que donc c'est corrélé au revenu des parents en fait, à la situation des jeunes. Donc c'est aussi une des premières préconisations qui est dans l'axe 3 du Césaire pour faciliter l'émancipation, c'est de prendre en compte la situation des jeunes personnelle et pas à travers du cadre familial. Donc effectivement, le permis de conduire a fortement augmenté ces derniers temps. Et on se retrouve avec des jeunes qui ne sont pas en capacité de le financer en totalité. Donc voilà, prendre en charge un peu du billet de transport sur les transports en commun, je pense que c'est pas suffisant parce qu'on a une offre aussi qui est pas encore assez complète. On a beaucoup de jeunes en milieu rural qui ont pas la possibilité de se déplacer sur les horaires qu'ils souhaitent. Donc on demande beaucoup de flexibilité aux jeunes, que ce soit pour les loisirs ou pour travailler. Et l'offre en face, elle est pas adaptée, elle est pas adéquate. Donc la réduction du coût des billets, en fait, elle est pas suffisante. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin et aussi développer réellement l'offre de transport, que ce soit en commun ou l'offre de location. D'accord, merci. Madame Louveau, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Êtes-vous... Oui, ben forcément, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La gratuité, oui, mais c'est presque pas ce qui pose le plus de problèmes. C'est ce que vous dites, c'est effectivement l'offre. Et il faudrait sans doute avoir des offres alternatives. Enfin, on imagine bien que c'est pas possible pour une collectivité d'avoir des bus qui circulent partout, tout le temps, sur toutes les communes. Vous savez, ça coûte cher, ça serait pas possible. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place sans doute des espèces de moyens intermédiaires, de petits bus qui permettent de rejoindre des lieux où il y a d'autres moyens de transport là. Voilà, mais ça c'est plus à inventer. Mais on parle peut-être trop souvent sur les transports de coûts, plus que d'imaginer des modalités un peu plus flexibles, comme vous dites. C'est la flexibilité qui va aider au déplacement, je pense. Si je peux rajouter, mais aussi, je crois, moi aussi, à la sensibilisation et dès le plus jeune âge, finalement, sur les transports en commun ferroviaires ou les bus. Et je pense qu'il serait important pour des collectivités de réfléchir et de mettre dans leurs projets, notamment les projets éducatifs pour les accueils collectifs de mineurs, mais peut-être, que ça soit inscrit qu'il y ait un transport pour des centres de loisirs dans les campagnes, et puis qu'ils aillent à Saint-Lô, tout simplement, ou sur d'autres territoires. Moi, je parle de l'agglomération auquel j'appartiens, mais voilà, et qu'il y ait cette sensibilisation dès le plus jeune âge pour qu'après, il y a un animateur qui accompagne un petit groupe d'enfants, on va faire un tour à Saint-Lô, cinéma, voilà, et on reprend le bus et on revient dans notre petite commune. Et comme ça, une fois qu'on a cette expérience-là, je pense qu'après, avec votre âge, ah ouais, j'ai cette expérience-là et déjà, je lève les freins un petit peu de la peur, de l'inconnu, les horaires, le lieu, toutes ces choses-là qui peut être des freins en fait à prendre et à passer le pas finalement de prendre un transport en commun, que ce soit le train ou le bus. Et il y a aussi la question, encore une fois, de l'automaticité des réductions. Par exemple, là, il faut demander une carte pour avoir droit à la réduction sur les billets de train.
simplement une carte d'identité pour prouver qu'on est dans la tranche d'âge et pas avoir de frais supplémentaires, ça peut aussi être une bonne solution. Bien, merci. Monsieur Lelouedec, le César préconise un revenu universel d'émancipation complémenté par un suivi personnalisé. Est-ce pour vous le meilleur moyen pour permettre aux jeunes de s'affirmer? Ouais, je crois, ouais. Ouais, parce que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et Hervé le soulignait très bien, en fait, décorréler ça, la situation familiale du jeune, pour que vraiment il puisse faire cette transition entre le passage de l'adolescence vers l'adulte, quoi, le fameux 18 ans, là, où finalement, voilà, on les laisse un peu, voilà, en autonomie. Ah, pardon. Merci. Et je pense que c'est une bonne chose. Okay. Madame Nouveau, est-ce que vous voulez réfléchir? Oui, forcément, on a proposé cette mesure-là. Alors, je vais vous dire, sur cette mesure-là, on a bataillé beaucoup. On n'était pas du tout d'accord les uns avec les autres là-dessus. Vous imaginez bien pourquoi, en disant d'abord ça a un coût, d'abord pourquoi on donnerait un revenu aux jeunes, il faut rien. Enfin, je caricature, mais à peine, quoi. Donc... Et puis, je voudrais dire aussi aux jeunes qui sont là et aux adultes qui sont là, c'est que ça existe. Alors évidemment, dans les pays nordiques, c'est comme ça. Au Danemark, parce que c'est une mesure qui est un peu issue du Danemark, les jeunes ont l'équivalent de 500 € par mois pendant 1 an pour faire ce qu'ils veulent. Et tous les jeunes, il n'y a pas de condition, mais ça a été mis en place aussi en France. C'est actuellement en place en France à certains endroits. La métropole de Lyon vient de le faire, l'a fait sous condition pour des jeux. Enfin, je rentre pas dans les détails. Donc oui, c'est possible dans certaines régions. Donc pourquoi pas en Normandie. Donc nous, c'est notre demande. Pourquoi la région, elle a les moyens, enfin en tout cas, elle a les moyens politiques de le décider. Elle peut décider qu'elle fait autre chose si elle le souhaite, mais elle a les moyens, elle a la compétence pour le décider. Elle a le droit. Donc pourquoi pas? Parce qu'on estime que ça répondrait pour nous à 2 problématiques. L'une, la question de l'automaticité. Ce serait automatique, on n'aurait pas besoin de passer son temps à essayer de savoir à quoi on a droit. Donc il y a moins ce rapport à l'assistanat. Je suis pas assistée, je suis pas faible parce que je suis assistée. J'ai droit à un revenu, on peut l'appeler autrement. Enfin, c'est pas le nom, peu importe. Et puis ce serait automatique. Donc je passe pas mon temps à ça. Je peux passer mon temps à autre chose pendant ce temps-là. Et puis ça répondrait aussi à la question du rapport aux parents. On n'est plus dépendant de ses parents. Ça n'empêche pas de rester complètement en bonne entente avec ses parents, mais ça, voilà. Et puis, quelle que soit la situation des parents, si elle change en moins bien ou en mieux, parce que vous savez que si elle change en mieux la situation des parents, on perd certaines aides. Et si on change en moins bien, on gagne certaines aides, mais le temps que ça arrive, eh bien, ça répond pas, il y a un trou, quoi. Ça répond pas aux besoins immédiats de quelqu'un. Donc, ça répondrait à tout ça. Donc, pour nous, oui, c'est pas là une solution magique, mais c'est une réponse possible, oui. D'accord. Eh bien, merci pour vos réponses. On va maintenant passer à un échange avec les jeunes qui ont sûrement des questions à vous poser suite à ce question-réponse. Est-ce que pour les années futures, vous avez des changements à faire dans vos structures ou vraiment pas du tout? Je commence. Il y a toujours des changements à faire, toujours. On est toujours en train d'essayer d'inventer de nouvelles formes, d'attirer de nouveaux publics, évidemment de se tenir aussi très au fait de ce qui se passe. On parlait de culture des jeunes ou en tout cas de pratiques culturelles, même s'ils aiment pas le mot culture, qui est en continuelle évolution. Donc
je dirais, on s'adapte. Des fois, on essaye de devancer. Aujourd'hui, on écrit dans les structures, on passe tous par là, des projets de service, des projets d'établissement. Justement, on essaye de prévoir à 3 ans, à 5 ans, ce que pourrait être notre fonctionnement. Aujourd'hui, nous, on est en train de réécrire notre projet de service et on s'interroge beaucoup sur la place des jeunes. Les jeunes fréquentent la structure ici, mais souvent, ils n'utilisent l'espace que pour venir se mettre au chaud, ou retrouver les copains, ou à ce moment-là, quel service on peut leur proposer, quelles pratiques culturelles on leur ouvre. On voudrait que ce lieu soit un lieu d'hospitalité. Vous savez, l'hospitalité, ça va dans les deux sens. Quand on est l'hôte, on invite, mais on est aussi l'invité de quelqu'un. Et donc, on aimerait bien que les jeunes, ils soient aussi force de proposition dans des choses qui se passent ici, qu'ils puissent vraiment prendre en charge une partie des activités et qu'ils soient vraiment considérés comme des hôtes ici. Donc, on est sans arrêt en train de se poser des questions. Après, nous, on a aussi un gros volet numérique ici. Qu'est-ce que va être le numérique dans 3 ans, dans 5 ans on n'en sait rien. Donc, aujourd'hui, on a une offre d'ordinateur, on a des tablettes numériques. Qu'est-ce que ce sera dans 3 ou 5 ans? Il faut aussi qu'on l'anticipe dans un projet de service, même si là on suit les évolutions de la société. Voilà. En tout cas, nous, on espère qu'on maintiendra la gratuité. Ça, c'est un vrai enjeu pour nous et que de plus en plus de jeunes trouveront la porte de la médiathèque et des services qui leur correspondent. D'accord, merci beaucoup. Je peux rajouter, effectivement, dans les centres sociaux, on essaye aussi de se calquer. Bon, on a toujours un train de retard, en fait, ça évolue très très vite, les demandes, les attentes. Donc c'est un souhait, en tout cas, d'évoluer à chaque fois, d'être au plus près de la demande, au plus près de nos publics. Donc c'est pour ça qu'on s'évalue, on fait des diagnostics et on essaie de repartir sur des nouveaux projets qui soient cohérents. Mais c'est pas très facile, c'est pas facile tout le temps. Et effectivement, c'est tout le temps à inventer, c'est se renouveler. Donc voilà. Je vais vous donner un exemple très concret parce que c'est Hervé qui m'y fait penser. Vous savez, dans les médiathèques, habituellement, il y a une grosse collection de CD. Aujourd'hui, je suis sûr qu'aucun de vous n'écoute plus un CD. Donc aujourd'hui, on offre une ressource très riche en ligne de musique qui s'appelle MusicMe, qui est à peu près l'équivalent de Deezer, sauf que c'est gratuit et c'est accessible sur le portail de la médiathèque. On s'est mis aussi depuis l'année dernière à prêter des instruments de musique, toujours dans le souhait que les jeunes puissent s'initier à la pratique musicale, puissent emprunter une guitare électrique pour tester si après ils ont envie de s'inscrire à un cours de musique ou d'en acheter une. Donc on prête des instruments de musique qui se prêtent aussi facilement qu'un document pour 4 semaines gratuitement. Donc c'est en ça qu'on est toujours en train d'essayer d'innover et de s'adapter. Et après, si pour compléter aussi, voilà, sur des structures existantes comme vous représentez là, mais c'est aussi toute la difficulté aussi de la communication et de l'information, de tout ce que et quel canal on utilise pour pouvoir vraiment toucher les jeunes, pour se dire voilà. Alors nous, notre parti pris au niveau du PESL, c'est vraiment d'avoir un réseau et d'outiller les professionnels. On va tendre vers des cartes numériques pour informer chaque professionnel. Et voilà, la mission locale, vous êtes accompagné. Je sais qu'il y a un spécialiste sur la culture. Et peut-être qu'il y a des dispositifs, des choses qui peuvent être où vous pouvez avoir accès. Et ça, c'est vraiment, nous, la porte d'entrée de vraiment outiller les professionnels qui vous accompagnent pour pouvoir ouvrir le champ vraiment, pas que de l'insertion professionnelle, mais de la culture, du sport, du loisir, voilà, pour essayer vraiment d'adapter et de rendre les structures encore plus au plus près de vos préoccupations. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, avant de conclure cette émission, est-ce que l'un de vous quatre veut rajouter quelque chose qui n'a pas été dit? Non? Pas particulièrement, mais c'est vrai qu'il faut aussi que les jeunes tentent des choses aussi. Il faut, alors c'est sûrement pas facile tout le temps, mais on a quand même affaire, notamment en France, à beaucoup de structures, à beaucoup de dispositifs, à beaucoup de choses qui existent.
et il faut un peu aussi chercher à les utiliser. Or, elles sont sous-utilisées. Les centres sociaux, les structures. Moi, on propose beaucoup de choses. Je pense, je disais aussi hier, 30% des jeunes, 3 jeunes sur 10 n'utilisent pas les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors, on a des efforts à faire pour ça dans les structures, ça c'est sûr qu'on doit faire du ménage pour qu'on y arrive, mais il faut aussi que les jeunes et leurs familles se disent mais je peux faire ça, j'ai peut-être le droit de telle et telle chose, et ben je vais y aller parce que après tout j'ai besoin de ça, donc je dois pouvoir le trouver. Je crois qu'on peut trouver quelque chose qui va nous aider. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué, que ça peut prendre un peu de temps. Quelqu'un disait dans une vidéo mercredi soir, un jeune, moi, on m'a pas, je fais une demande de logement, j'attends depuis 1 an la réponse. Oui, c'est vrai. Donc, on fait des efforts sans doute dans ce sens-là pour que ce soit plus raccourci, mais il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Ne lâchez pas l'affaire. C'est aussi ça, quoi. C'est le message qu'on peut vous donner. Enfin, si tant est qu'on a un message à vous donner. Oui. Autorisez-vous à franchir les portes, à rencontrer les professionnels. Voilà, encore une fois, on est là pour ça, pour vous accueillir, pour vous proposer des choses, pour vous orienter vers d'autres structures, parce qu'évidemment, on peut pas tout faire, mais voilà, le coordonnateur le sait bien. Autorisez-vous. Voilà, franchir les portes d'un établissement culturel, ça peut vous paraître loin de vos préoccupations, mais vous y serez toujours bien accueillis et je suis sûre qu'à un moment, vous rencontrerez une offre qui vous conviendra, qui vous satisfera, qui vous enrichira. Donc, autorisez-vous à le faire. Eh bien, merci pour cet échange. Merci à nos invités d'être venus, de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve cet après-midi à 15h30, toujours sur Twitch. Quant à moi, je vous dis à bientôt, mais avant ça, porteur de parole, reportage. Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous ce que sont les porteurs de parole ? Si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. Jusqu'à récemment, j'étais comme vous, mais grâce au coordinateur du PESL de la Manche, ce n'est plus le cas. Les porteurs de parole sont là pour recueillir et présenter dans l'espace public les paroles des passants, habitants et citoyens autour d'un sujet. Aujourd'hui, les coordinateurs du PESL ont recueilli l'avis des jeunes autour des sujets de l'intérêt que porte l'État vis-à-vis d'eux, notamment autour de la question des dispositions mises en place pour faciliter la vie des jeunes et de l'écoute que l'État leur apporte. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à retourner voir l'émission sur la chaîne 1626 Média. Bonne journée à tous.